merci Lionel. Merci tout le monde. Je voulais prendre le temps de remercier tout le monde ici présent d'abord. On sait tous que c'est un contexte un peu difficile, mais que évidemment, grâce à ce contexte, j'ai envie de dire, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, à savoir un peu l'initiative de ces webinaires. Et donc, je pense vraiment que le but de cet exercice, c'est pour nous en tant que DTN de pouvoir, on va dire, partager nos expériences, partager notre philosophie, dans le but de pouvoir vous apporter peut-être de nouvelles idées qui pourront vous être utiles dans votre cheminement personnel et dans vos actions de terrain. Moi, je le prends aussi personnellement comme une opportunité d'approfondir mes réflexions et de m'améliorer. Voilà, c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. C'est la première fois et je trouve ça vraiment intéressant. Donc ensuite, j'espère aussi qu'à l'issue de cette présentation, ça va faire émerger des questions, des réflexions et qu'on aura l'occasion de se challenger un petit peu parce que je crois vraiment que c'est vraiment une clé pour pouvoir continuer à évoluer en tant qu'individu. Donc voilà, moi je voulais faire un petit constat un peu sur le hockey mondial. Voilà, on sait tous qu'on ne peut pas être satisfait de où on est, nous, actuellement, avec l'équipe senior, avec nos équipes de France jeunes. C'est un constat qui est réaliste. On n'est pas où on veut être. On sait très bien que le hockey moderne évolue très très vite, que les grosses nations mondiales sont en progression permanente. Et je pense que nous, on a une vraie responsabilité, nous les entraîneurs, à la fédération et dans tous les clubs, d'être lucides de ce côté-là et de se dire les choses et d'essayer de progresser tous ensemble en partageant ces connaissances justement. Voilà, moi j'ai parlé un petit peu récemment avec un coach que j'avais à l'université qui coach depuis 25 ans et lui m'a dit quelque chose qui m'a marqué en me disant il est obligé de s'adapter, on va dire, et de se réinventer tous les 3-4 ans parce que c'est la réalité du terrain et la vitesse à laquelle notre sport évolue aujourd'hui au plus haut niveau. Et lui, il m'a dit clairement, si on refuse de s'adapter, on devient, on va dire, une espèce en voie d'extinction. Et je pense que moi, en tout cas, j'espère coacher un peu plus de 3 ans. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais aborder. Donc ensuite, en termes de départ, pardon, excusez-moi, je reviens. Donc le but de la présentation va être de mettre en avant des fondamentaux technico-tactiques du haut niveau vers le développement des jeunes joueurs. Voilà. Donc moi, je suis parti d'un point de départ, évidemment basé sur mes expériences professionnel en tant que joueur et ma jeune expérience en tant que coach, qui était surtout axée vers le haut niveau jusqu'à présent et le senior. Et donc, moi, je me suis demandé un peu comment est-ce qu'on pouvait déjà faire le constat de nos lacunes et comment est-ce qu'on pouvait essayer d'améliorer ça dès le plus jeune âge. Donc voilà, je suis parti d'un point de départ en disant qu'un match de hockey, c'est 60 minutes et que les meilleurs joueurs au monde, un joueur étoile de la NHL, a le palais sur sa palette, 45 secondes seulement à McDavid sur un temps de jeu de 20 minutes à peu près par match. Donc évidemment, c'est à peu près 96% de son temps qui est constitué de jeux sans palais. Donc le fameux jeu sans palais, c'est quelque chose d'assez large. On va essayer de le définir un petit peu ensemble. Et après, moi, j'ai choisi quelques éléments, on va dire, plus ciblés de ce fameux jeu sans palais qui sont des lacunes chez nous au niveau international dans l'équipe de France senior. Ça ne date pas d'hier, c'est des lacunes qui sont présentes depuis de nombreuses années. C'est aussi des lacunes qui sont chez des adversaires à nous, on n'est pas les seuls, mais je pense que c'est vraiment important, nous, de se concentrer sur ces lacunes et trouver des solutions pour progresser dans ce sens-là. Donc évidemment, le jeu sans palais, il peut être à l'offensive, aussi bien qu'à la défensive. Donc l'offensive, c'est évidemment l'aide au porteur. On voit ici un joueur en situation de screen devant la cage. Et du côté défensif, évidemment, il y a deux rôles. Il y a le joueur donc qui est à l'approche au porteur et ensuite la prise en charge de tous les non-porteurs sur la glace. Donc il y a deux côtés à chaque fois. Et dans toutes les vidéos, le cœur de la présentation, on va rentrer dans des exercices concrets. On verra bien qu'il y a deux façons d'analyser à chaque fois les éléments que je vais mettre en avant, que ce soit du côté offensif ou du côté défensif. Il y a beaucoup de notions de jeu sans palais dans les deux secteurs. Donc, en fait, la question que je me suis posée, qu'on se pose, nous, à la DTN, c'est finalement, est-ce qu'on passe assez de temps à enseigner ces éléments de jeu sans palais, vu le pourcentage que ça représente? Donc, c'est 96% du temps effectif d'un joueur. Est-ce que nous, on met autant de temps que ça à l'enseigner? C'était un peu la question que je me suis posée. Donc voilà, pour moi, la notion de jeu sans palais, elle commence souvent par une prise d'information et de décision. Ensuite, il y a évidemment un élément physique et technique qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais qui font partie évidemment de ce jeu sans palais.
Et ensuite, la notion de gap, à savoir donc la gestion du temps et de l'espace. Et donc, ces deux notions-là qu'on va regarder ensemble, la prise d'information, la notion de gap, au cœur de tout ça, il y a un peu une tendance dans le sport moderne général, qu'on prenne les équipes de football qui ont eu du succès récemment, comme un Liverpool ou le Barça de la grande époque, on va dire, mais c'est une tendance un peu du sport moderne. Et nous, c'est notre leitmotiv depuis que Boz est arrivé à la tête de l'équipe de France. On veut être une équipe qui réduit le temps et l'espace de l'adversaire. Et c'est vraiment cette identité qu'on veut cultiver au quotidien. Évidemment, donc tous ces éléments-là rentrent dans ces éléments de tactique individuelle, technico-tactique. Et évidemment, ça prend de l'expérience et du temps pour assimiler ça et progresser là-dedans. Donc nous aujourd'hui, on va se focuser donc on va se concentrer sur la façon de créer une identité. Donc quand je parle de la création d'identité, c'est aussi bien une identité de jeu que des valeurs de club. Donc ça, évidemment, on a tous la liberté. Nous, on a nos idées en tant que fédération. Chaque club a le droit, chaque entraîneur a le droit d'imposer sa culture et l'identité qu'il veut imposer à son projet, évidemment. Ensuite, il y a la notion donc de prise d'information et de décision sur laquelle on va se concentrer. Et évidemment, la notion de gap, comme je vous l'ai dit auparavant, à savoir la gestion du temps et de l'espace. Donc voilà, l'identité, j'ai cité un peu des exemples. On pourra y revenir un peu plus tard, mais les exemples sont par exemple des règles de vie dans un groupe, dans un club. Ensuite, les valeurs du joueur, quel type de joueur on veut développer. Et ensuite, en termes de valeurs humaines, voilà, la culture club et les valeurs humaines qu'on veut avoir dans le projet, c'est vraiment important. Du côté de la prise d'information et de décision, les outils principaux vont être de scanner la glace. C'est un terme qu'on emploie beaucoup depuis peu de temps, mais qui est vraiment primordial à la prise d'information. Ensuite, il y a aussi la communication, qui est un autre outil primordial dans la prise de décision. Et ça, on l'a vu, nous, la semaine dernière avec les U18, ça a été flagrant chez nos jeunes joueurs. On est vraiment timide dans cette prise de communication. On dirait vraiment que les joueurs, ils n'osent pas. On dirait que c'est vraiment un élément qui est pourtant, on va dire, simple, mais c'est vraiment pas facile pour eux de le faire. Et ensuite, la notion donc, de la gestion du gap, à savoir le temps et l'espace. L'outil principal, pour moi, il y en a deux. Les outils principaux, c'est donc l'utilisation et le placement de la crosse. Et ensuite, évidemment, l'activité des jambes. OK. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, je veux mettre en avant, on va dire, le type d'exercice qu'on peut appliquer, que ce soit donc en équipe de France, au niveau junior U20, U18, et voire même chez les jeunes. Mais ça doit être au cœur de notre réflexion, je pense, et de chaque exercice qu'on crée, se poser les questions. Est-ce qu'on est en train de graver des habitudes sur notre identité de jeu, sur notre notion de gap et sur notre prise de décision? Donc là, vous avez la possibilité d'agrandir la vidéo, comme Lionel a dit. Donc là, c'est un exercice de 2 contre 2, qu'on appelle 2 contre 2 box-out chez nous. C'est un exercice qui est vraiment en lien avec la gestion du gap du côté défensif. Nous, on utilise les défenseurs du côté défensif à chaque fois. C'est peut-être une question qu'on commence à se poser aussi. Peut-être qu'on peut inclure des fois des attaquants, les forcer à changer un peu de position parce que ça se retrouve dans notre tactique collective aussi. Donc cet exercice part avec une passe d'un coach, 2 joueurs qui attaquent sur 2 défenseurs et à chaque coup de sifflet, il y a un regroupe obligatoire avec le coach. Donc ça vient vraiment forcer nos défenseurs à aller chercher ce gap, à matcher la vitesse des attaquants, à avoir la bonne position de crosse, à ne pas trop croiser les pieds, à communiquer. Et ensuite, ça finit par un box-out à la cage avec un deuxième palais d'un shoot de la bleue. Et là, on est encore en plein donc, dans notre identité et dans la réduction du temps et de l'espace. Donc, je vais laisser filer la vidéo. Donc, là, il y a un regroupe, il y a un joueur au milieu qui n'avait pas compris. Donc, c'est là maintenant où on veut le bon gap. Ici, je fais pause. Donc là, vous allez voir un joueur qui est capable de prendre l'intérieur. Nous, on a beaucoup un repère avec l'épaule extérieure du défenseur. On la veut toujours alignée avec l'épaule intérieure de l'attaquant. Toujours le pousser vers la petite glace et d'avoir cette crosse au bon endroit et que nos défenseurs viennent chercher la vitesse des attaquants et ensuite arrêter de croiser. Donc là, on voit dès qu'on donne l'intérieur, on est mal pris. Le deuxième défenseur fait un bon boulot. On arrive à tuer le jeu à la ligne bleue. Ensuite, une situation de box-out.
où là, l'objectif, c'est vraiment que le gardien ait la vue claire sur tous les lancers. Donc là, c'est un box-out qui est plutôt correct. Donc ici, on voit coup de sifflet, notion de regroup. Les défenseurs doivent venir prendre le gap. Et nous, on donne comme point clé, comme objectif, de forcer les attaquants à la ligne rouge à faire un jeu. Okay, on parle de la ligne rouge parce qu'on sait que c'est vraiment difficile d'arriver à ça. Mais au pire des cas, si on parle de la ligne rouge, souvent, on a au moins un bon gap à la ligne bleue. Donc là, on voit que ce n'est pas optimal comme gap. Ici, on est plutôt bien. Mais là, on voit Aziz et Jérémy Roman qui va pouvoir prendre l'intérieur de la glace et aller pouvoir isoler un 2 contre 1 sur Aziz. Donc, c'est vraiment important d'avoir un meilleur positionnement, un léger meilleur gap et un meilleur positionnement de cross pour protéger ce milieu de la glace et pousser l'adversaire dans la petite glace pour l'attaquer et le mettre en situation de contact. Voici l'exercice. Là, ça continue. J'ai voulu montrer un exemple là, donc de mauvais gap. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Où vous allez voir donc un défenseur qui se fait battre sur un regroup. Mais au moins, on fait l'effort de prendre la glace et c'est ce qu'on dit à nos joueurs. C'est aux entraînements qu'on va faire des erreurs et qu'on peut se faire battre. C'est là où on veut construire les habitudes, venir engraver ces habitudes-là chez nos joueurs pour qu'en match, ça devienne naturel. Évidemment, le défenseur est forcé à jouer un 2 contre 1. Donc, une situation d'échec là-dessus. Ici, on voit une situation de box-out. Vous allez voir, le défenseur blanc du côté droit de la cage de Quentin Papillon. Là, on est vraiment trop passif. On va voir un attaquant ici qui lui passe devant. Il doit y avoir une prise en charge, une réduction de gap et on doit venir dans la face de l'adversaire. Ça, c'est en lien avec notre identité afin de dégager la vue pour les gardiens. On voit ici qu'on est beaucoup trop passif. S'il y a un rebond qui sort ici sur le poteau gauche, on a un joueur qui est vraiment disponible et dangereux. Donc ici, on va avoir une situation de très bon gap, donc sur un regroup. Évidemment, vous n'êtes pas obligés, les entraîneurs, quand on fait cet exercice, s'il n'y a pas de coup de sifflet, c'est une attaque directe 2 contre 2. On essaie de varier aussi pour pas que ça devienne un automatisme, c'est les joueurs, et qu'il y ait toujours des prises de décision à prendre. Donc, on voit très bien que dans cet exercice, on cultive la prise de décision, la notion de gap, et on est en lien avec notre identité. Ça, c'est la question qu'on se pose en permanence, et c'est un peu le fil conducteur. Donc là, on voit un très bon regroup où là, à la ligne rouge, on a des joueurs offensifs en difficulté, des bons positionnements de cross, des bons gaps, et on force l'adversaire à mettre le puck au fond, quasiment avec un hors-jeu. Donc ici, une dernière situation de gap où on va voir une petite erreur de cross. Si on regarde le défenseur à la gauche de l'écran, en haut de votre écran, je pense que c'est Florent Chakashvili, en marche arrière avec la crosse à 2 mains. Donc déjà là, il donne une indication à l'attaquant, le milieu de la glace, il peut aller prendre ce temps et cet espace. C'est la façon de prendre les informations et de gérer le gap, de la mettre du côté offensif. On voit tout de suite que ça donne l'opportunité de prendre le milieu et de concéder la zone. Ensuite, un très bon box-out ici, où là, on voit nos défenseurs solides qui viennent chercher les attaquants, qui réduisent le temps et l'espace. Ensuite, on va voir, je veux mettre en avant que ces mêmes types de comportements sont enseignables dès le plus jeune âge. Donc là, on va voir des exemples. Donc là, vous allez voir un exercice de 2 contre 2 avec des images qui ont été prises lors de la formation, je pense, CQP ou DE, la formation DE à Cergy-Pontoise. Donc, on voit des entraîneurs ici, c'est un exercice de 2 contre 2. Donc, on va regarder les comportements du côté défensif. Donc là, on observe un bon gap sur le porteur du palais. On voit beaucoup de jeunes joueurs avec la crosse à 2 mains dans des situations défensives. Donc ça, je pense, c'est des points clés. Utilisation de la crosse à 1 main. Alors, on voit qu'il lâche 1 main. Il essaie d'être palette à palette. Et là, de l'autre côté, le joueur de l'autre côté, on voit qu'il se fait aspirer par le palais. C'est une de nos erreurs les plus flagrantes, même à haut niveau. Donc, la prise en charge du non-porteur, elle est vraiment importante. Donc là, au début, il se fait attirer, mais il réalise, il revient derrière et il reste du côté défensif. Donc, c'est ce type d'exercice, c'est plein de petits comportements hyper intéressants qui sont encore une fois en lien avec ces éléments fondamentaux de prise de décision, de gap, et qui sont dans l'identité d'attaquer la cage et de compétitionner en tout temps, et qui leur permet d'avoir des volumes de répétition. On a parlé d'expérience, d'acquisition d'expérience,
Et c'est vraiment à travers ces exercices qu'on peut acquérir l'expérience. Là, vous allez voir ici une situation assez intéressante. Sur un 1 contre 1, une situation de contact, le deuxième joueur peut venir faire le premier support. Ça, c'est aussi en lien avec ce qu'on veut faire, nous, dans notre jeu collectif. Et donc, il y a la notion des 4 rôles qui sont présentes à chaque fois. Et c'est vraiment intéressant. Et là, du côté offensif, le joueur vient aussi réduire le temps et l'espace. Il a été un peu long à le faire. Mais c'est plein de comportements importants. Et c'est important d'avoir les entraîneurs au milieu de la glace pour pouvoir diriger nos jeunes joueurs. Là, on voit très bien le jeune joueur devant la cage qui reste. Et là, on est vraiment dans le gap qu'on veut avoir. Donc, on utilise mal le temps et l'espace du côté défensif. Ensuite, il y a une situation à la cage, je pense. Une situation à la cage, encore une fois, très intéressante, avec la même erreur qu'on observe au hockey senior, de se faire attirer par ce palais, mais la non prise en charge du non-porteur, à savoir la tête active. C'est un des éléments très importants. Quand j'ai parlé de scanner la glace, l'élément important et le point clé, c'est vraiment d'avoir une tête active et de toujours être au courant de ce qui se passe derrière et quel est l'espace dont on est responsable et l'homme dont on est responsable. Donc là, un autre jeu en espace réduit qui est, on va dire, pour moi aussi applicable dès le plus jeune âge. Je pense que cette situation de 2 contre 2 en espace réduit, même dès les U7, moi je pense que ce type de situation en espace réduit, encore plus chez les jeunes, c'est vraiment important. En lien avec notre identité, la prise d'information et la gestion du temps et de l'espace et le volume de répétition à nouveau. À chaque fois, on retrouve ça, on a les 3 éléments. Et je pense que dès le plus jeune âge, dans les situations de jeu, et nous, ce qu'on observe aussi à haut niveau, c'est que les joueurs se plaisent dans ces exercices. Ils aiment faire ça. Et en final, sans se rendre compte de tous ces éléments qu'on travaille, sans parler des éléments techniques, physiques, mais aussi ces éléments-là qui rentrent en jeu lorsqu'on applique ce type d'exercice. Avec ici, on peut regarder pareil à chaque fois du côté offensif ou défensif, les situations qui arrivent, elles sont toujours intéressantes. Donc là, on voit du côté offensif, une sorte de bloc pour aller à la cage, pour ouvrir au porteur une situation. Il y a plusieurs options. Ça peut être des options pour libérer le jeu, pour bloquer, de permutation, de gain d'espace. On retrouve ça à chaque fois dans ces exercices. Ici, on va voir après une situation de bloc, où là, on voit un joueur ici qui fait un écran pour le porteur du palais. Très bonne prise de décision. C'est un coéquipier qui va créer du temps et de l'espace pour l'adversaire. On va voir ici du côté défensif, après de la communication. Ici, on va voir de la communication avec un joueur devant ici, je ne suis pas sûr qui c'est, mais qui indique clairement à son coéquipier, OK, moi j'ai le gars ici, va réduire le temps et l'espace, ça c'est ton joueur. Donc encore un des éléments de la prise de décision, on avait dit la communication. Et on retrouve constamment tous ces éléments en haut volume, à haute répétition. Et on vient, on va dire, graver ces habitudes en nos joueurs. Et c'est très bénéfique. Donc voilà, je vais passer ensuite à la suivante. Tous les niveaux à partir de U11. Donc là, vous allez voir, je vais faire pause. C'est un exercice où il n'y a pas de gardien. On joue donc à 2 couleurs. Le coach envoie le palais dans une zone. On limite, on coupe le quart de zone en 2. Enfin, pardon, la demi-zone, on la coupe en 2. Et ensuite, on trace une ligne à peu près pour couper encore cette demi-zone en quart de glace. Et donc, du côté où le coach met le palais, ça va être 3 joueurs qui vont être offensifs. Et donc, il y a 2 joueurs de l'autre côté qui doivent surgir pour venir défensifs en étant très agressifs. Et ensuite, c'est aux joueurs offensifs de trouver les solutions, les prises d'informations, d'aller dans les bons espaces, de donner les bons supports aux porteurs. Et on demande à nos joueurs défensifs d'être ultra agressifs. Dès qu'il y a une récupération de palais des croix, des joueurs bleus, ils doivent utiliser le troisième joueur qui est resté dans sa zone comme une option et ensuite passe du côté offensif. Et il y aura 2 joueurs rouges qui deviennent défensifs en étant très agressifs. Donc là, on va voir, ça se met en place. Là, il y a un joueur en trop qui essaie de sortir. OK, là, ça commence. Les bleus à l'offensive, 3 contre 2, 2 blancs, agressifs, protection, communication, prise de décision à chaque fois et gestion du temps et de l'espace, de vraiment, dès qu'on a le palais,
de trouver les espaces libres pour s'acheter un peu de temps et d'espace. Et ça, c'est un exercice qui, pour moi, peut être très utile. On l'utilise souvent en début d'entraînement pour vous donner une indication. Ce qui est important aussi dans tous ces exercices, c'est de contrôler la durée des shifts. Nous, on aime garder ça entre 20 et 25 secondes pour que ce soit ultra intense et pas qu'on sorte de l'identité. Après, si on veut travailler aussi des éléments de résistance physique, on peut le communiquer aux joueurs et dire, voilà, il y a des moments où on va être dans notre zone défensive pendant 50 secondes. Il faut arriver à encore trouver le moyen d'être agressif. Donc, on peut varier les temps de passage aussi, mais c'est important à chaque fois de le communiquer pour que l'exercice ne sorte pas du but et de l'identité qu'on veut avoir avec cet exercice. Donc, là, je pense que vous avez assez vu ça. Pour pas que ce soit trop long, je vais passer encore directement au prochain. Donc, le 3 contre 3, demi-glace offensif. Donc là, on voit, donc là, celui-là, on l'appelle, donc vous voyez en haut de la vidéo, 3 contre 3, zone offensive, 2 cages. Donc là, les deux équipes peuvent marquer dans les 2 cages. Vous voyez qu'il y a 2 coachs qui sont donc des options sur les côtés. À chaque fois qu'une équipe prend la possession du palais, elle doit utiliser un coach avant de pouvoir attaquer la cage. Ce qu'on demande du côté défensif, c'est en permanence de réduire le temps et l'espace à l'adversaire. C'est primordial et on met vraiment le côté défensif là en difficulté. Vraiment, le critère de réussite pour les joueurs défensifs est très dur, à réduire le temps et l'espace en permanence avec un surnombre offensif grâce à l'aide des coachs et avec 2 cages où on peut marquer. On ne peut pas se contenter juste de protéger une cage, on doit aller vers l'adversaire parce que l'adversaire offensif peut attaquer n'importe quelle des 2 cages. Donc là, on doit passer le palais au coach. Là, les bleus peuvent aller à l'offensive maintenant. Donc, on voit protection du mouvement. Et là, vraiment, on veut attaquer le plus rapidement la cage. Donc là, on doit repasser par un coach. Les blancs prennent possession. On veut jouer vite, donner des solutions et aller le plus vite possible à la cage pour attaquer en utilisant les permutations, les blocs, les démarquages. Ici, on voit la première prise d'information du côté offensif, ça va être le nouveau porteur du palais. Avant d'aller sur ce palais, il doit savoir déjà ce qu'il va faire avec. Et ça nous force vraiment, on ne peut pas se faire attirer par le palais, on doit savoir de quel homme on est responsable du côté défensif. Et du côté offensif, encore une fois, un haut volume de répétition, de duels, de prise d'information et d'utilisation du temps et de l'espace. On va laisser tourner. Donc, évidemment, à chaque fois, c'est les points clés de comment les joueurs bougent la tête, où sont placés leurs crosses, comment est-ce qu'ils bougent les jambes et comment est-ce qu'ils communiquent. Donc là, on voit les joueurs défensifs qui commencent à être fatigués et ça commence à être dur d'être dans notre identité, de sans cesse réduire le temps et l'espace. Donc voilà, je vais passer au suivant. Je pense qu'on a vu assez d'exemples de celui-là aussi. Évidemment, nous, on s'est beaucoup aussi adapté de ce qui se fait au plus haut niveau. Hein. Les 2 derniers exercices, vous voyez, il y en a qui s'appellent pingouins. Nous, c'est des images qu'on a récupérées de Mike Sullivan et des Penguins de Pittsburgh, qui, eux, commencent beaucoup leurs entraînements avec des jeux comme ça. Encore une fois, ça, c'est un jeu qui est peut-être un petit peu complexe pour des U7, U9, U11. Je pense qu'il y a d'autres éléments de jeu en espace réduit. Et c'est aussi un autre point que je voulais ajouter et pas oublier d'ajouter, c'est qu'en ayant parlé à mon coach universitaire qui, lui, utilise beaucoup ce type de jeu en espace réduit, mais qui, lui, a rayé le mot « jeu ». En fait, pour lui, c'est de la compétition en espace réduit. Et c'est un autre exemple de créer une identité d'équipe, de club, juste en changeant ce mot de compétition, de jeu à compétition. C'est pas pareil. Et encore une fois, c'est ce que les joueurs aiment. On peut l'utiliser en début d'entraînement. On l'a beaucoup fait dans les visites un peu PPF avec le centre de formation et les pôles pour les jeunes athlètes qui ont des longues journées à l'école, qui arrivent. Si on leur demande de trop réfléchir dès le début, je pense pas que ce soit très bénéfique. Ça, c'est des types d'exercices où s'il y a un entraîneur gardien, il peut s'occuper des gardiens
Et nous, en tant qu'équipe, ça permet de nous connecter directement dans ce qu'on veut faire à l'entraînement, que les joueurs sortent du mode école, qui se connectent dans leur entraînement et tout de suite avec cette notion d'identité, de compétition. Et je trouve ça hyper bénéfique chez les jeunes joueurs également. Donc cet exercice-là, j'explique que c'est donc un 3 contre 3 dans la zone. Et vous voyez qu'il y a des portes. Et donc ces portes, si elles sont traversées avec le porteur du panier, on marque un point. Et si cette porte est traversée par l'équipe offensive en complétant une passe, on vient marquer 2 points. Et quand l'équipe défensive récupère le palais, elle passe elle-même directement à l'offensive en pouvant attaquer un espace dans une porte, en portant le palais ou avec une passe. Et donc là, pareil, que ce soit du côté offensif ou défensif, on est en lien direct avec la prise d'information, la gestion du gap et notre identité. Et c'est vrai que cette notion d'identité, elle revient souvent. Et comme je vous dis, pour moi, elle est au cœur, on va dire, de tout ce qu'on doit faire en tant qu'entraîneur, qui est toujours ce lien. Moi, c'est quelque chose en lequel je crois énormément, quelque chose que j'ai découvert en Amérique du Nord. Je pense que les Américains du Nord, c'est vraiment la construction de leur philosophie, de vraiment de faire tout en relation avec cette identité. Et ça permet, en tout cas, moi, en tant que joueur, c'est les années où j'ai vraiment pu le plus m'épanouir dans un projet et m'identifier à un projet d'équipe quand ces valeurs d'identité sont vraiment claires dès le départ et qu'on sait pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses. Je pense que les joueurs s'épanouissent dans ce type de projet. Donc là, on voit à chaque fois qu'il y a des situations de contact, que ce soit du côté offensif ou défensif, on veut être le premier support, que ce soit du côté offensif ou défensif. Et ensuite, on veut utiliser les espaces, les options de soutien au porteur. Et donc, on a parlé d'expérience. C'est pour ça que je trouve que ces types d'exercices sont tellement importants, car ça permet à nos jeunes joueurs, avec les bons points clés, avec les bonnes idées, d'acquérir ce volume nécessaire pour acquérir de l'expérience. Et c'est en lien direct au final avec la réalité du terrain et des matchs. Quand on voit où se dirige le sport moderne en général, voilà, là aux entraînements, le fait de cultiver notre côté défensif en réduisant le temps et l'espace, ça oblige nos joueurs à être dans des situations qui vont le revoir en match, parce qu'au championnat du monde, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont nous donner du temps et de l'espace. Et dans tous les championnats, ça commence à être la tendance. Alors, je dis que tout le monde, il peut y avoir d'autres philosophies, mais en tout cas, nous, c'est celle à laquelle on croit fortement. Et c'est surtout ça que je voulais partager avec vous tous aujourd'hui. Donc voilà, ça termine la vidéo. Et la présentation, moi, j'aimerais laisser un peu de temps pour des retours, des échanges. J'ai quelques autres documents en annexe que je peux vous présenter si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie rallume ta vidéo. Rallume ta webcam. Ouais, pardon, je vais. Pas de souci. Effectivement, laisse ton PowerPoint ouvert avec les annexes que tu peux avoir, dont tu peux avoir besoin. OK. Je te laisse finir. Non, mais c'est tout. Moi, c'est ça qui vient conclure ma présentation. Comme je le dis, j'espère que ce type de présentation, pour moi, c'est un peu nouveau. Le sujet, il est assez vaste. Je suis totalement d'accord avec ça, qu'on peut rentrer dans beaucoup de détails dans tout ce que je viens de dire. Mais j'espère pour moi que ce sera aussi une opportunité de pouvoir après refaire d'autres présentations, aussi échanger un peu avec vous et connaître un peu votre demande. Nous, ça nous permet de vraiment partager avec vous ce qu'on fait. On veut pas qu'il y ait de secret. Nous, ce qu'on sait aujourd'hui à un moment T, on sait que ce sera pas suffisant demain. Donc, de partager, de s'aider les uns les autres, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir enrichir notre hockey et nous progresser en tant qu'entraîneur. Et donc, moi, je resterai disponible voilà, avec mon adresse mail s'il y a des questions. Il y a aussi beaucoup de documents de compétition en espace réduit parce qu'on les appelle plus jeux maintenant.
Mais il y a beaucoup, beaucoup de livrets avec énormément de compétitions en espace réduit qui sont applicables à travers les différentes catégories. Et je suis tout à fait d'accord que chez les jeunes, il faut aussi décomposer le mouvement on ne peut pas tout de suite les mettre vraiment sous tension et sous pression pour pouvoir effectuer un mouvement technique. Mais je pense qu'il faut déjà intégrer vraiment, je ne sais pas les pourcentages, mais en tout cas au niveau, je suis persuadé qu'on doit être vraiment dans le 80% de ce type d'exercice contre le 20% d'exercices qui sont décomposés à 5 contre 0, où on travaille vraiment où on prend vraiment le temps d'effectuer les choses, mais qui sont dans des situations qui ressemblent pas au match. Je pense qu'il faut qu'on aille vraiment dans un volume de 80-20 situations de match avec ce type d'exercice. Moi, c'est ma philosophie, je ne l'ai pas inventé. Moi, j'ai aussi beaucoup écouté ce qui se fait ailleurs. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Je parle avec des coachs un peu de partout dans le monde et c'est une philosophie qui est partagée depuis de nombreuses années. Et moi, j'ai eu la chance, je suis dans une situation unique aujourd'hui d'avoir une expérience du haut niveau en tant que joueur et en tant que coach, avec très peu d'expérience, mais depuis le mois de juillet, j'ai la chance de voir, on va dire, le spectrum complet du développement du joueur, de U7 à U20. Et en me promenant dans plusieurs clubs en France, moi, j'ai la conviction qu'on peut être meilleur dans cet enseignement du jeu sans palais. Et dans chaque exercice, pourquoi on le fait et en essayant de graver les bonnes habitudes, c'est fondamentaux, ce sont des habitudes que les pros en NHL travaillent tous les jours de cette façon-là. Et je pense que nous, on peut le décliner chez nos jeunes joueurs afin de construire ces habitudes. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que le gap et la prise d'information. Et j'espère qu'on pourra aborder d'autres sujets afin d'avoir ces fondamentaux qui sont construits en nos joueurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à parler de tactique collective, je pense. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça n'a pas été trop long et que ça a été intéressant pour vous. Et moi, je suis ouvert à des questions. On va ouvrir les questions, effectivement. Euh, Philippe, est-ce que tu veux intervenir, compléter quelque chose? Non, non, c'était assez complet. Je pense que c'est quelque chose que dans nos groupes performance, on parle énormément, les lacunes qu'on peut avoir dans notre hockey. Et moi, je suis persuadé, je pense que dans les années précédentes, il y a eu des approches différentes où il fallait faire beaucoup de techniques chez les jeunes et peu d'aspects tactiques. Mais je pense que moi, je suis plutôt pour que dès le plus jeune âge, on ait cette option un peu tactique, de positionnement et de lecture de jeu, de prise d'information permanente et pour développer, entre guillemets, le QI des joueurs. Et voilà, ça c'est un exemple là sur cette présentation de jeu dans petit espace qui, je pense, d'autant plus pour les jeunes et encore mieux parce que ils vont toucher plus le puck, ils vont s'amuser encore plus que des fois sur des grandes glaces, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faut qu'on arrive dès le plus jeune âge à changer un petit peu cette culture de notre hockey pour développer un peu le QI. Et comme l'a dit Yorick, ce jeu sans puck qui présente plus de 80% du temps du jeu. Donc, c'est hyper important. Et, euh, et sans l'aide de chacun d'entre vous dans les clubs, ben, on n'arrivera pas à le développer que dans le haut niveau. Donc, ça part à la base. Voilà. Donc, bonjour, merci à toi, Yorick, pour la présentation. Moi, je suis là par rapport au DE, du coup, c'est dans la formation. C'est juste c'est pas vraiment une question, c'est un peu plus une remarque, mais du coup, je pense qu'on a compris où tu voulais en venir avec les joueurs de haut niveau, mais je pense qu'il y a une étape avant ça avec les tout petits. Euh, Quand tu parles de créer une identité, et ma question ce serait plus de quels sont pour toi en quelque sorte les mots clés, parce que quand on va créer une identité chez les petits, peut-être que leur parler de notion de réduire l'espace, ce genre de choses, ça va pas forcément leur parler tout de suite. Donc, quels seraient les mots que tu utiliserais toi, je sais pas, par exemple, exigence, tu vois, ce genre de choses, comment on peut leur véhiculer un peu
ces attitudes-là, quoi. Excuse-moi, mais en tout cas, ouais, moi, ce que je veux dire, c'est quand on crée une identité club, c'est plein de choses. C'est qui est-ce que vous voulez être en tant qu'équipe. Ça, c'est des choses qui appartiennent aux entraîneurs, au club, d'avoir cette culture club, de jamais abandonner, d'être l'équipe qui travaille le plus fort, de jouer pour le coéquipier. C'est toutes ces petites choses-là. Après, le côté technico-tactique pour les jeunes, c'est sûr que on veut pas leur donner des éléments comme je viens de vous dire. Eux, ils doivent juste avoir la notion de s'amuser avec en mettant de la compétition dans tout ce qu'on fait. Donc, je pense que c'est important de ne pas jouer pour rien, de jouer à chaque fois pour quelque chose et de le faire de manière ludique et d'accepter au final aussi que le score, il n'est pas important, qu'on le fait toujours dans le but de compétitionner, d'avoir des petits cris de guerre, des jeux, voilà, d'être l'équipe qui vit le mieux ensemble, c'est tout ça en fait, créer une identité. Après, chez les tout petits, je suis conscient que c'est pas les mêmes termes à employer. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience pour être honnête avec toi dans ces catégories d'âge-là. Je suis pas je suis pas du tout le gars. Peut-être que Lionel peut m'aider aussi un peu là-dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi déclinable chez les tout petits de pourquoi on fait les choses et d'avoir cette identité de club, qu'il y ait ce lien dans tout ce qu'on fait. Et ça commence par la construction des exercices, c'est-à-dire que on peut faire. Là, j'ai juste voulu montrer quelques exercices, mais il y en a une multitude. Quand on travaille en station, moi, je l'ai vu beaucoup quand je me baladais en France. Ça peut être un exercice tout simple avec un défenseur qui va chercher un palais dans le coin, un attaquant qui vient en fond de zone pour une sortie de zone. Et puis après, des cônes pour revenir sur un 1 contre 1. Mais si on ne fait pas attention où est-ce qu'on place les cônes pour créer un gap qui va être, on va dire, déjà le bon gap, leur permettre d'avoir un bon gap, et ben on va faire un exercice où on construit les mauvaises habitudes parce que dès le début, il n'y aura aucune chance pour ce défenseur d'avoir le gap si le plot est mal mis. C'est vraiment dans ce détail-là qu'on doit réfléchir. Est-ce que le défenseur, avant d'aller chercher le palais, même en U9, est-ce qu'on l'habitue à scanner la glace une fois, 2 fois, 3 fois pour lui expliquer qu'une fois qu'il va être en match, s'il ne voit pas ce qui se passe, ce sera trop tard une fois qu'il a le palais. Et ces petites habitudes-là, voilà, elles sont en lien avec ce que j'appelle l'identité de c'est qui on veut être. Et c'est cultiver ça et c'est surtout donner tous ces petits points clés. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, de le faire avec un but vraiment précis dans ces éléments de technico-tactique qui vont développer l'intelligence de jeu et qui vont développer nos capacités plus tard à jouer dans un système collectif. Voilà. Ouais, si je peux me permettre, si tu veux un exemple aussi, très simple, dès les U9 par exemple, une situation à mettre en œuvre, c'est par rapport à ce que vient de dire Yorick sur scanner la glace. Quand on travaille la récupération du palais avec les tout petits, par exemple, avant qu'ils récupèrent le palais, ça peut être de leur demander de tourner la tête et d'être capable de compter le nombre de doigts qu'on présente, le nombre de doigts qu'on présente avant d'aller récupérer le puck. Ça veut dire qu'ils doivent se retourner, regarder l'entraîneur, combien de doigts il présente, aller chercher le palais. Tu peux mettre un geste technique à la récupération du palais pour complexifier l'exercice si tu veux, mais quand il revient, il doit te dire quel est le chiffre qu'on lui a montré. Donc, c'est juste ce que voulait montrer Yorick, enfin, ce qu'a montré Yorick et ce qu'il veut montrer, ce qui lui tient à cœur, c'est de dire on peut transposer, on doit transposer immédiatement les bons comportements dès les plus jeunes. Et naturellement, on doit les transposer avec adaptation. Voilà, on ne va pas demander la même chose à un U9 qu'à un senior, mais n'empêche que la logique doit être la même. Voilà. Si les adultes ont besoin, ou à très haut niveau, on a besoin de scanner la glace en permanence et de ne pas regarder que devant soi, il faut stimuler les enfants pour qu'ils prennent des informations ailleurs que devant eux. Il faut que tu adaptes ta situation et ton éducatif et ton objectif. Mais n'empêche que c'est possible de mettre en place des situations adaptées à l'âge sur les mêmes thématiques de développement. Un enfant, là tu es en formation, puis tu vas le voir avec les formateurs, un petit, la problématique est la même dans tous les sports. Un enfant, lui, il est attiré par le palais et il ne veut pas prendre de but. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit le palais, il se rapproche du palais et vu qu'il ne peut pas prendre de but, il défend sa cage. Donc, or, le haut niveau, c'est pas ça. C'est pas aller se mettre devant sa cage pour
pour pas prendre un but. Pour pas prendre un but à haut niveau, il faut réduire les espaces, comme l'a démontré Yorick. Donc, il faut emmener les enfants, il faut casser leur comportement naturel en les sollicitant pour qu'ils aillent réduire les espaces. Parce que sinon, ils vont toujours se mettre devant la cage et ils iront toujours au palais. Donc, tu dois trouver en tant qu'entraîneur des moyens et des éducatifs qui permettent de les amener vers les bons comportements de notre discipline et ce qui est performant ou ce qui va être performant. Sinon, on va prendre des défauts qui vont être très, très complexes à casser. Moi, j'ai un autre exemple aussi, Lionel, et en lien aussi, tu me demandais avec l'identité, d'être une équipe qui est collective chez les petits, qui jouent ensemble, peut-être dans des échauffements hors glace. Moi, je vois, il y a beaucoup de clubs qui sont très actifs, qui font des hors glace, où j'ai vu des jeunes faire des slaloms, de sauts, d'agilité, c'est génial. Mais peut-être qu'on peut ajouter aussi un volume de compétition en espace réduit avec une balle de tennis à 3 contre 3, se marquer, démarquer. Ça peut être aussi une façon de s'échauffer pour les jeunes avant les matchs, avant les entraînements. Et ça vient encore cultiver tout ce qu'on demande, l'identité collective, les prises de décision, la communication. Tous ces éléments-là, on peut aussi beaucoup les travailler en hors-glace, je pense. Voilà, c'est juste une idée, moi, qui m'est venue en voyant un peu les situations de hors-glace ou d'échauffement chez les plus jeunes et aussi les pousser à ne pas être des athlètes on va dire, unisport et de faire que du hockey. Moi, je trouve qu'on doit aussi les développer. La motricité globale, voilà, ça, c'est encore un autre débat, mais je pense qu'on peut aussi le faire à travers ces petits échauffements. Et là, on est en lien avec l'identité. Nous, on est l'équipe qui est collective, on joue, on communique. Et ben voilà, on est en plein dedans. Et chez les tout petits, ça peut marcher. Et de le faire à travers des échauffements en glace, voilà, avant les matchs. Ballon de basket, balle de tennis, ballon de foot, peu importe. Attraper avec la main, coordination. Enfin, moi, je trouve ça vraiment. Là, on est en plein dedans, quoi. Et puis, on a tous ces aspects de technique, de tactique individuelle et des 4 rôles qui sont retrouvés en hors-glace, vu qu'on sait que nos temps de glace sont aussi précieux. On en a pas beaucoup, on en manque tous. Donc voilà, un autre point que je voulais ajouter par rapport à ta première question. Ok, merci. Une autre intervention? Gabriel, il y a la main levée. Gabriel, Lian, c'est toi, Gabi? Ouais. Je te redonne le micro. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux réactiver ta vidéo, Gabriel, et réactiver ton son. Salut, Gabriel. Du coup, c'est peut-être un sujet. Bonjour. Bonjour. C'est pas grave. C'est peut-être hors sujet, mais on parle beaucoup des joueurs, mais comment vous mettez les gardiens dans l'entraînement? Parce que là, on a beaucoup parlé des joueurs et tout ça. Est-ce que vous parlez aux gardiens ou c'est juste l'entraîneur gardien qui lui donne les consignes et puis chacun gère un peu, plutôt vous, les joueurs? Je pense après Raph et tout, plus les gardiens. Moi, je peux répondre à ça. C'est sûr que nous, à haut niveau, on a des entraîneurs gardiens présents en permanence sur la glace. Lorsqu'on fait ces exercices en début d'entraînement de jeu en espace réduit, les gardiens ont justement un temps spécifique, donc c'est aussi très bénéfique. Après, moi, en tant qu'entraîneur, à haut niveau, on essaie d'être investi. Les gardiens font partie de l'équipe. Ce sont des joueurs qu'on doit manager en tant qu'entraîneur, comme un autre joueur. Après, c'est vrai que dans le hockey, quand on a été joueur et qu'on n'a pas été gardien, c'est un peu un poste à part et un peu un sport différent au sein d'un sport collectif. On le sait, tout le monde le dit. Mais je pense que chez les jeunes, c'est très important. Si on a des aides entraîneurs et que vous voulez faire ce type d'entraînement, de travailler déjà le jeu de crosse tout simplement avec des rimes derrière la cage. Après, quand on est dans les situations où il y a les cages, les gardiens sont actifs, ils ont énormément de volume, de répétition, d'exercices. Au final, c'est juste dans ces exercices sans gardien. Évidemment, à chaque fois, l'entraîneur doit prendre ça en compte et avoir un plan pour ses gardiens. Ils font partie intégrale de l'entraînement et c'est important de les garder connectés et pas qu'ils se sentent isolés. Après, Boz ou Lionel, si tu veux rajouter quelque chose, si vous voulez. Je te donnerai 2 exemples aussi, Gabriel. Je travaille aussi avec Vlad Yalovski, qui est l'entraîneur, qui était l'entraîneur des gardiens avec Philippe et Yorick chez les seniors. Exemple sur le box-out, il y a des règles de coopération aussi entre les gardiens et les joueurs.
À un moment donné, empêcher les joueurs de rentrer à la cage, c'est pas possible, hein. Donc, il faut aussi que le gardien soit au courant des règles de coopération. Et donc, naturellement, Philippe et Yorick vont dire aux arrières, aux joueurs qui doivent effectuer le box-out, empêcher-les de rentrer, mais il y a des moments où ça ne sera pas possible. Donc, ensuite, la deuxième consigne, c'est prendre les crosses, les crosses des adversaires en charge. Et le gardien sait la coopération de gardien de but, joueurs de champ qui font le box-out, c'est au moins la prise en charge des crosses. Et le gardien, s'il y a du trafic, il doit faire l'arrêt. Voilà. Pour moi, c'est une règle qu'il faut définir aussi défensivement. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire et ce qu'on peut faire aussi, ce qu'il est possible de faire dans chacune des positions. Donc pour Vlad, la priorité des priorités, c'est que les rebonds ne soient pas pris par les joueurs de champ adverses, par les avants adverses. Donc, et le gardien sait qu'il peut y avoir du trafic et il faut quand même qu'il fasse l'arrêt. Bon, tout le monde doit être au courant de cette règle de coopération. Autre exemple, je poursuis ce que dit Yorick. Effectivement, on pourrait très bien. Aujourd'hui, on a des gardiens de but qui sont chez les jeunes, qui sont vraiment dans la misère pour faire les sorties de zone, pour effectuer des sorties de zone. Or, si notre gardien sort de la zone, sort de sa cage pour effectuer les sorties de zone, on a un avantage certain à créer un surnombre offensif immédiat. On est plus 5, on est 6. Donc, il faut inciter les enfants à sortir des buts, à jouer avec le puck, à apprendre à faire des passes avec leurs contraintes de gants particulières, mais ne pas solliciter les gardiens à sortir de la cage pour faire ces relances, c'est se mettre une balle dans le pied parce que c'est s'enlever une possibilité de surnombre qui est facile. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Il y a très peu de gardiens qui sont capables d'assumer ces situations-là. Et on peut très bien imaginer des jeux de coopération où le gardien pourrait créer un surnombre sur des palets qui sont, à partir du moment où le palais est dans tel espace, personne n'a le droit d'y rentrer pour le presser, et puis il doit effectuer une relance. Mais on peut très bien imaginer des jeux de coopération avec le gardien aussi. Ça, c'est mon avis. Il faut faire preuve de créativité et toujours se référer aux comportements qui sont efficaces, comme ceux que vient de démontrer Yorick. Gabriel? Ouais, oui. Moi, je suis d'accord. Oui, je sais que tu es d'accord. Ok. Un effort supplémentaire, merci. effectivement, que d'intégrer le gardien de but dans ses réflexions. Mais c'est possible. Okay. Merci à toi. Parfait. D'autres questions? Effectivement, John nous avait promis d'intervenir. Yorick, moi, j'avais noté quand même, moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur les règles de… Parce que c'est effectivement dans ton parcours et dans ton parcours, dans ton ADN, je trouve que cette identité est très importante. Donc, moi, j'aimerais quand même que tu reviennes sur les 3 niveaux de règles que tu as mis en place ou que tu penses nécessaire de mettre en place systématiquement avant de débuter un projet. Donc voilà, moi je voulais, ça tombe bien que tu poses cette question, mais ça, c'est concrètement la réflexion que j'ai eue dans le projet U20 pour la saison de cette année. Notre championnat du monde a été annulé, mais lors du stage, l'évaluation d'été, les premiers regroupements, avec Renaud, le manager, évidemment, c'était important pour nous de fixer le cadre, à savoir les règles de vie. C'est des choses qu'on fait avec Boz, avec les seniors, et qui sont évidemment très importantes. C'est le démarrage. Donc après, on peut y mettre ce qu'on veut. Il peut y avoir des amendes chez les professionnels. Il peut y avoir des petites sanctions, si on peut utiliser ce mot, j'en sais rien. Mais je pense que c'est vraiment important en lien avec ton identité d'être à l'heure, d'être pragmatique, de ne pas accepter le retard. Bien sûr, chez les enfants, il y a des sorties d'école, il faut avoir un peu de souplesse. Mais quand on arrive et qu'on sait qu'on peut être à l'heure, c'est vraiment pour moi un des départs, les règles de vie primordiales pour fixer le cadre. Et ça, c'est vraiment du non négociable. Ensuite, nous, on avait mis en place, c'était quelque chose que j'avais voulu appeler nos 10 commandements.
là, on est dans les valeurs et la culture d'équipe qu'on veut avoir. Donc, les 2 premiers, on est vraiment dans les valeurs, que ce soit hors glace, mais aussi sur la glace. C'est aussi beaucoup de valeurs qu'on veut retrouver sur la glace. Et en fait, moi, ce dicotement, je l'ai un peu construit à travers ma vie. Quand j'ai fait des erreurs, c'est très souvent que j'étais pas dans un de ces 10 points. En fait, c'est comme ça que moi, je l'ai un peu analysé et construit. Donc évidemment, hein, des fois, ça peut paraître un peu bateau, des mots qu'on entend toujours, mais c'est important de l'écrire et de le définir et de le communiquer en fait. Et à chaque fois qu'il y a des erreurs de comportement dans un groupe, eh ben on sait que les gars, on a tous signé. Voilà, vous savez ce que c'est que d'être un hockeyeur tricolore. Et ben là, vous n'êtes pas dans le numéro 8 ou dans le numéro 7, on n'est pas dedans. Donc voilà, moi j'ai parlé d'être dévoué, d'être fier et respectueux, d'avoir du caractère, de mettre l'équipe avant sa personne, d'être la même personne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, de laisser son ego à la maison. Voilà, c'est important. Moi, ce que je leur dis, comment ils se comportent en stage, vu que c'est l'équipe de France, si c'est bien pendant une semaine, moi, je veux savoir comment ils se comportent tous les jours dans leur club. C'est pour ça que j'ai essayé de aussi créer le lien avec les entraîneurs club, de toujours avoir confiance, la confiance en soi, en ses coéquipiers, au staff, d'être positif dans l'attitude, dans le langage corporel. C'est des choses qu'on répète constamment, d'avoir une énergie contagieuse. Voilà, que tout le monde doit être un type de leader, d'avoir beaucoup d'humilité, de soif d'apprendre et de remplir son rôle. Et ensuite, je dis que la notion de gagner, j'avais mis des mots un peu en anglais parce que c'est des citations de Vince Lombardi, c'est un grand coach de football américain, que la victoire, c'est une habitude et que perdre aussi. Donc, à nous de construire les bonnes habitudes pour gagner. Et ensuite, voilà, en lien avec plus l'identité de jeu, à savoir, donc là, c'est des termes que j'ai définis de manière très précise à mes joueurs en leur expliquant que moi, dans mon évaluation, c'est dans ces 5 parties de gâteau là que j'allais leur mettre une note et c'est comme ça que ça allait être les critères de sélection. Donc, la capacité à jouer dans un rôle qui est primordial dans une sélection nationale, ok, et quelque chose aussi qu'on retrouve dans les équipes de France où on a beaucoup de joueurs de même profil au final. Ensuite, la discipline, un élément primordial. Le game pace, on va dire, c'est le rythme à laquelle on joue le match, qui est en lien avec notre identité, de réduire le temps et l'espace. Et ensuite, moi, je voulais des joueurs compétitifs, le niveau auquel ils compétitionnent, 2e effort, 3e effort, des joueurs qui abandonnent jamais, évidemment, des joueurs intelligents. Dans la notion de game pace, il y a en fait, tous ces éléments sont en lien. Hein. Pour jouer vite, il faut avoir du hockey IQ et il faut compétitionner. Il y a plein de liens entre ces 5 parties de gâteau-là, mais moi, c'est comme ça que j'ai décidé de le définir. Et à chaque fois que je parle à mes joueurs, c'est ta discipline n'est pas bonne, ton game pace, tu joues pas dans ton rôle, ton compete level, où là, ça manque de hockey IQ. Hockey IQ, c'est à nous, les coachs, de l'enseigner. Oui, il y a beaucoup d'innés, mais il y a aussi beaucoup d'acquis, on le sait tous. Et donc voilà, il y a le travail vidéo qui est primordial. Même, je pense, pour les plus jeunes, les coachs de jeunes catégories, je pense que de pouvoir filmer les exercices pour observer les défauts, je ne pense pas qu'ils fassent faire de la vidéo à nos jeunes joueurs U9, U11, mais je pense pour les coachs, si on ne regarde pas la vidéo, c'est très difficile de voir où sont les erreurs communes sur nos points clés, que ce soit d'ordre technique ou de tactique individuelle, de pouvoir filmer ces vidéos et d'observer. Pour moi, c'est vraiment important pour les coachs dans les petites catégories. Et après, pour les joueurs, quand on avance, qu'ils puissent se voir, c'est vraiment, vraiment un outil important. Donc voilà. C'est facile aussi. Pour les petits, on peut faire le rapprochement. Effectivement, peut-être qu'on ne fera pas de vidéo. Mais en tous les cas, et puis ça peut être plus simple que ça, mais ça peut être moins touffu, moins d'éléments. Mais en tous les cas, je trouve que ce que dit Yorick en termes d'évaluation, ça facilite l'évaluation. Et de dire à un enfant, voilà, nos deux piliers, c'est ça. Là-dedans et là-dedans, tu n'y es pas aujourd'hui, ou dans celui-là, tu y es, mais dans celui-là, tu n'y es pas. Ça facilite une évaluation objective et une coopération avec le joueur de tout âge. Il faut l'adapter à l'âge. Mais en tous les cas, au moins, c'est des éléments objectifs et définis en amont du projet. Et on peut avoir un projet avec des enfants de tout âge. Et puis moi, personnellement, ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé cette année. Peut-être que l'année prochaine, ce sera une approche différente. Il n'y a pas
Et chaque entraîneur a la liberté d'avoir l'angle d'approche qu'il veut, suivant là où il en est au moment donné et adapté à son groupe, évidemment. Est-ce qu'il y a des interventions? Ah, il y a John. Merci, John. Je vais te redonner la parole. Vous m'entendez? Ouais, rallume ta caméra aussi. Je suis dans le noir. C'est dans le noir. OK. Eh ben, on va le faire en radio alors. Super. Non, non, tout est super intéressant. Moi, je kiffe de toute façon quand ça parle de hockey, l'identité, ouais, tout ça, c'est super. Non, non, j'ai vraiment aimé. Moi, c'était plus sur des détails, sur des prises de vidéo. Vous avez montré une première vidéo sur la réduction du gap. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Est-ce que vous avez des points clés que vous donnez sur vos arrières, sur la manière dont ils doivent pivoter et protéger peut-être plus le centre de la glace? Je ne sais pas. Ça, c'est une première question. Tout à l'heure, tu as intervenu sur les rebonds, le box-out. Il y avait une intervention par rapport au gardien de but. Vous avez parlé de prioriser les prises de crosse. Est-ce que ce n'est pas mieux de prioriser la prise de palais plutôt que la crosse? C'est une question. Et puis, derrière, j'ai vu Oui, les règles. Pardon? La subtilité, oui, tu as raison. En tous les cas, on doit gagner les rebonds. Voilà, c'est ça. Et je pense que gagner un rebond, c'est sur le palais. Oui, tu peux gagner le palais ou empêcher de gagner le palais. Mais en tous les cas, ils ne peuvent pas le jouer le palais. Donc, tu le gagnes ou tu l'empêches de le jouer. Mais ils ne peuvent pas jouer le palais. Ouais. Après, non, mais enfin, voilà. Après, il y avait une petite vidéo sur c'était l'exercice 2 contre 2. Est-ce que l'enfant a réellement fait une erreur? Et c'était le support dans le jeu défensif. Il était, je ne sais pas s'il était omnibulé par le palais, mais est-ce que c'était réellement une erreur? Comment on le perçoit? Comment on le perçoit en tant que coach? Évidemment, ça vient avec l'identité, ce qu'on veut faire. Derrière, tu es intervenu en disant, ouais, ils ont le réflexe de se mettre dans le but. Tu sais, tu as fait une intervention dans ce sens-là pour protéger son but. Est-ce que ça ne vient pas des qualités de patinage des joueurs qui font ça? Et puis enfin, la tête levée et la prise d'information qui vont ensemble. Est-ce que ça ne va pas dans les qualités techniques, enfin dans le contexte technique, quand on apprend à patiner à nos jeunes ou quand on apprend sur des exercices? Voilà. Enfin, tous les exemples étaient très, très intéressants. Je pense que ça mérite débat. Il n'y a pas de vérité. Enfin, il n'y a pas de vérité. Ça va dans les détails. Et derrière, c'est sur cette agressivité, là où je veux en venir, défensive et cette prise d'espace, tout ça. Bien évidemment, il y a le jeu de transition qui va là-dedans. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de... Dans ma philosophie, et aujourd'hui, tout à l'heure, Yorick en préambule parlait de se réinventer tous les 3-4 ans. Moi, je pense que le jeu de transition est très, très important parce que on a des jeunes qui savent patiner, qui savent lancer, mais est-ce qu'ils sont réellement bons dans le jeu de transition? Ça, c'est encore une autre chose. Donc, je partage tout à fait la philosophie de faire des jeux ou des compétitions sur petit espace, parce que je pense que ça favorise le jeu de transition, bien évidemment. Donc voilà, c'est juste des petites questions que je me pose, des choses, et je pense que c'est nécessaire de se poser ces questions-là. Et après, c'est au lieu de le transmettre aux jeunes, c'est comment on le transmet à nos formateurs pour que justement les formateurs puissent les transmettre sur les jeunes. Mmh. Oui. Nous, pour revenir un peu à certaines de tes questions, dans le premier exercice de 2 contre 2 box-out, c'est évident. Donc, on veut que on insiste sur les points clés sur les défenseurs de venir matcher la vitesse de l'attaquant. Donc, très souvent en marche avant. Ensuite, ton pivot, il doit être fait. Il y a plusieurs façons de le faire. Je pourrais peut-être remontrer la vidéo, mais on voit Aziz qui fait un pivot assez difficile sur un quart externe. On veut essayer d'éviter de croiser les jambes le plus possible. On veut venir matcher la vitesse en marche avant, protéger le milieu de la glace, comme tu l'as dit. Et ensuite, après un ou deux croisés max, ça devrait être une allure de train sans que nos défenseurs aient besoin de croiser en allant aussi vite que les attaquants. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments techniques qui vont permettre d'avoir un gap parfait. Je suis d'accord. Moi, j'ai mis l'accent juste sur cette notion de gap, mais c'est sûr qu'elle est en relation, comme je l'ai dit au tout début, dans le jeu sans palais, il y a la technique, le physique, évidemment, avant la prise d'information et de pouvoir réduire le gap. Ensuite, on donne vraiment l'indication des épaules, de chaque mouvement du joueur vers l'intérieur, que nos défenseurs suivent le même mouvement, c'est-à-dire épaule extérieure du défenseur avec épaule intérieure de l'attaquant.
Et vraiment, cette position de stick on stick, au début, on fait attention sur la notion de rush. On veut pas être trop tôt sur le stick on stick et faire un mouvement de cross parce que c'est là un mouvement de cross et des croisés. Les bons attaquants vont couper de l'autre côté. Donc au début, on est vraiment en aiguillage avec notre cross. Cette cross, elle doit vraiment nous servir à aiguiller nos attaquants, à garder ce milieu de la glace et les pousser vers l'extérieur. Et c'est à partir de là où on peut intervenir sur un bon stick on stick, palette à palette, de la bonne façon, en arrivant du bon angle. Voilà, on peut pas faire de grands mouvements. Ensuite, sur le box out, ce qui est important, nous, c'est tout de suite d'aller le chercher. Après, on est d'accord que si on va le chercher tôt, on va être capable de lui empêcher l'accès à la cage. On va pouvoir être capable d'immobiliser sa crosse. Je suis d'accord que, après ça, c'est des philosophies. Moi, j'ai déjà joué pour des coachs qui voulaient ce qu'ils disent fronter le shot, c'est-à-dire s'enlever. On n'est pas en homme à homme et on vient essayer de bloquer le shoot devant. Et surtout quand le gars a déjà la position établie de net front, le gars est déjà établi devant la cage. C'est quasiment impossible pour un défenseur de venir le sortir de là. Et ensuite, nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'on a des défenseurs comme Pierre Crinon qui font 1m92 et 100 kg. Et on a des défenseurs comme peut-être Aziz Bazi, un peu plus petit, beaucoup plus mobile, moins lourd. Et ben, c'est pas la même façon de boxer out. Plus le joueur va être petit, plus il va devoir aller chercher ce joueur, peut-être se mettre en marche avant et juste contenir sa crosse. Peut-être qu'un Pierre Crinon va être capable, avec sa longue crosse, d'être à 2 mains et de vraiment le pousser devant cette cage. Il faut adapter au final les techniques même de box-out au point fort des joueurs. On ne va pas demander à Aziz de boxer out de la même façon que Pierre Crinon. Je suis d'accord. Et ça dépend face à quel joueur il est. Si Aziz est face à un joueur d'1m75 et de 60 kg, il va peut-être pouvoir utiliser une technique que Pierre utilise plus souvent. Je suis d'accord. Voilà. Okay. Après, dans les 2 contre 2, moi, c'est un exercice que Marco m'a donné. J'ai trouvé très pertinent chez les petits de pouvoir montrer comment est-ce qu'on fait les choses, surtout d'avoir les coachs au milieu de la glace, de laisser les joueurs prendre les décisions, pas de les télécommander, mais de pouvoir être dans la correction dans l'instant T, quasiment en temps réel. Je pense que c'est important pour les petits. Il ne s'agit pas de les télécommander, mais au début, on est un peu obligé d'avoir ces coachs qui sont là pour pouvoir dans l'instant T, les corriger dans l'immédiat. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Je sais pas, c'est même pas une question. C'est donc dans les feedbacks qui sont donnés aux petits ou comme aux joueurs. Tu vois, je parlais tout à l'heure du jeu de transition. Vous partez d'un constat de match. Tout à l'heure, je suis entièrement d'accord. On a 45 secondes le palais, certainement dans un match, mais ça va la même chose sur des feedbacks. C'est-à-dire que le feedback, tu le laisses après tu le fais quand le mec il revient au banc au final ou entre les périodes, et encore ça va vite, tu vois, parce que quand il joue, c'est compliqué de donner des feedbacks, tu vois. Et puis moi je crois pas du tout aux coachs qui gueulent sur le banc parce que déjà personne t'entend. Il y a de fortes chances. Donc justement, est-ce que c'est pas une manière d'entraîner que de donner des feedbacks après une présence et de les avoir laissé faire les transitions plutôt que de siffler ou de faire en même temps, tu vois? C'est une question. Ouais, c'est un équilibre. C'est une remarque. Je ne sais pas. C'est un équilibre. Je pense, moi, je l'ai vu en tout cas. Ça dépend si tu es avec une équipe au quotidien ou si tu es avec une sélection. Bien sûr. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de beaucoup de choses. Si tu as une équipe pro de Magnus ou si tu as des U9. Bien sûr. Il faut toujours conserver cet équilibre. Mais je pense que nous, en tout cas, on essaie d'avoir la majorité du feedback dans l'instant réel, le plus proche possible de. Nous, on a eu la chance, par exemple, là, avec les U18, on avait 6 coachs sur la glace. Alors, c'est un luxe incroyable. Et on essayait les gars, on coupait pas le rythme et le flow de l'entraînement. Mais à chaque fois qu'il y avait un passage et une erreur, on allait voir, boum, boum, boum. C'est sûr que si tu es tout seul sur la glace, c'est impossible. Chez les petits, l'importance d'avoir les bénévoles, les aides d'entraîneurs et qui ont les bons points clés pour pouvoir corriger tout de suite. Et dans un match appartient aux joueurs. Et entre les tiers, on peut dire quelque chose, mais moi, je suis aussi de la même philosophie que toi, que pendant un match, le boulot de l'entraîneur est quasiment fini en termes on peut pas aller trop dans le feedback précis. Voilà. De toute façon, sur l'instant T, le gars, il t'entend pas en principe. Alors, en ce moment, à huis clos, ça va, mais encore, ça sert à rien, c'est fini. Mais ouais, c'est intéressant. Et puis après,
moi, c'est sur le constat de départ, sur les 96% du temps sans palais. Alors, c'est un constat qui est très, très juste. Le jeu sans palais et tout, c'est très, très juste. Mais justement, est-ce que c'est pas ces 45 secondes sur lesquelles il est avec le palais que le joueur va faire gagner un match? Oui, oui et non, mais ouais. Non, mais c'est une bonne remarque, mais c'est aussi, c'est aussi 96% du temps où le joueur peut te faire perdre un match s'il joue pas de la bonne façon. L'équilibre. C'est deux manières de voir les choses. Oui, non, mais le jeu avec palais est très important. Et on se dirige naturellement vers l'entraînement du jeu avec le palais. On sollicite extrêmement et dans un rapport qui n'est pas le même, qui est l'inverse en fait. Peut-être qu'on fait on fait 96% d'entraînement avec le palais, puis que 4% sans le palais. Donc, c'est l'équilibre qui est important. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, on voulait faire un focus en disant, 96% du temps sans palais, il faut nécessairement penser au jeu sans palais. Bien sûr. Mais c'est un constat, c'est juste la manière dont on se positionne et qu'est-ce qu'on veut faire avec nos jeunes, avec notre philosophie, l'identité d'équipe aussi. Si on veut avoir la possession, il y a plein de choses, mais la possession vient aussi des joueurs sans palais. Tout à fait. Comme vous l'avez mentionné. Ah ouais. Après, pour conclure, c'est un peu tu vois, quand je dis oui, un enfant naturellement, sa tendance est d'aller vers le palais. Il se pose pas trop la question. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir le palais. Moi, je te parle tu regardes des U7 joués ou des U9 joués, et il y a que ça qui compte, le palais, et pas prendre le but. Donc pour eux, dans leur tête, ce qui est logique, c'est si je veux le palais, il faut que j'aille vers le palais. Et si je veux pas prendre de but, il faut que je me mette devant ma cage. C'est une logique de petits garçons, de petites filles qui est naturelle. Voilà. Oui. Je pense que ça va encore plus loin. Mais oui. Merci, John. Il y a d'autres questions, Boz? Oui, j'ai vu Jérémy. Jérémy, vas-y. Je t'ai donné la main sur ton micro, Jérémy. Oui, c'est bon là? Tu peux mettre ta caméra aussi. Ouais. Elle marche pas, celle de mon ordi. Elle fait Canal+. Désolé. Oui, moi j'avais juste plus une question sur ce que tu viens de dire, Yo. Pour les enfants, ils vont souvent vers le palais. Donc c'est vrai que souvent on essaie de les inciter à pas forcément y aller. Mais est-ce que tu as trouvé, toi, par exemple, un mot ou quelque chose auquel les enfants peuvent penser et ça les force du coup à changer de direction? Genre, eux, quand ils jouent, tu vois, à penser en fait à ce détail-là, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est dur à inculquer chez les jeunes. Non, moi je trouve que c'est au travers Moi j'avais une question, j'avais une remarque pour Yori, qu'effectivement, quand on a discuté en amont du webinaire, tu vois, on a parlé des jeux de gain d'espace, et Yori qui a montré des jeux avec des cages et des jeux sans cage. Moi je trouve que le jeu de gain d'espace, ou d'aller dans un territoire se démarquer pour recevoir le palais, ça va nécessairement conduire les enfants à ne plus penser à avoir le palais, mais à marquer un point pour gagner un espace. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, des jeux de gain d'espace plutôt que de gain de palais ou de marquer un but dans une cage avec un gardien. Je trouve que et même sur, par exemple, les enfants qui n'ont pas le palais, tu trouves que… là, si tu veux le palais, il va falloir que tu ailles dans un endroit pour le recevoir. Donc, naturellement, tu ne peux pas aller au même endroit qu'est le palais. Donc, oui, pour ceux qui ont le palais, mais ceux qui n'ont pas le palais, genre l'équipe en face. Ah ben là, oui, donc toi, tu parles à la défensive cette fois. Ouais, ou plus à la défensive, même si avec le palais, il y en a qui vont vers le palais. Les enfants, je trouve qu'il y en a certains, ils arrivent à comprendre le geste de s'écarter pour recevoir un bon palais. Par contre, à la défensive, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de leur inculquer ça. J'en sais rien, il faut trouver. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de mots. Enfin, j'ai une vision assez claire à l'offensive. À mon avis, il n'y a pas de mots, mais il faut trouver des moyens, des règles de jeu qui te permettent de pas créer des regroupements, voilà, des grappes de joueurs. Moi, je pense que les enfants, ils vont avoir du mal à comprendre des mots ou des concepts. Il vaut mieux qu'on essaye de trouver des jeux qui comprennent des règles qui vont les amener à développer des bons comportements. Voilà, non, je pense qu'en réfléchissant… Je suis d'accord avec toi. Pardon, vas-y. Oui, en réfléchissant, je pense qu'il y a moyen de trouver des règles de jeu qui te permettent de ne pas surcharger défensivement
auprès du porteur adverse, même si, comme le disait Yorick tout à l'heure, les logiques de jeu vont vers les surcharges défensives aujourd'hui. Donc, la capacité de créer un surnombre défensif est important aussi. Donc là, il faut toujours rester mesuré. Mais je pense que c'est au travers de règles de jeu, au travers de règles de petites compétitions, qu'on peut solliciter les enfants à avoir les bons comportements. Ok, merci. Merci, Jérémy. D'autres interventions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne vois rien dans le chat, je ne vois pas de main levée. OK. Yorick, je te remercie. Je te laisse conclure. Ouais, j'ai déjà tout dit, mais moi, je voulais remercier tous les participants. Merci ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je veux remercier aussi Lionel. Lionel m'a beaucoup aidé dans la réflexion et la mise en forme. Donc, Boz aussi. Donc, merci Lionel, merci à tout le monde. Et puis, voilà, j'espère à bientôt. Et puis, j'espère que, voilà, il y a pas mal de monde qui ont mon numéro, mon adresse. Moi, je suis disponible pour échanger s'il y a même des idées de trucs pertinents, parce que nous, on veut essayer au final de pas faire de la théorie, mais de donner des outils pour les entraîneurs de terrain et avoir des outils pratiques de mise en œuvre directe et concrète pour qu'on puisse avancer ensemble. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres webinars. Voilà. Il y a 2 autres webinaires qui sont prévus en mars. Il y a un webinaire organisé par les CTL de CTL de la zone nord-est sur la planification. Et puis, un webinaire avec Sébastien Rougeon et Grégory Tarlet sur les lancers, qui était un sujet qui avait été mis sur la table par les entraîneurs. Donc, l'apprentissage des lancers et puis la notion d'apprendre à marquer ou de développer la volonté de marquer. Donc, Sébastien et Greg travaillent là-dessus. Et ça sera donc ils sont déjà disponibles, ils sont déjà indiqués dans les calendriers. Et effectivement, avec Yorick, on a envie de poursuivre ces expériences d'échange au-delà du contexte actuel et maintenir le lien durable. Enfin voilà, échanger comme il vient de le dire. Donc on espère, on a pour ambition de maintenir ces webinaires régulièrement dans un contexte normal. Merci à vous. Merci tout le monde.